6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. C'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Il y a forcément une explication à tout ça. Dans cet épisode, le garçon incassable. Les scientifiques cherchent une preuve indiquant une mutation génétique. Ça rend les os très solides, presque indestructibles ou incassables. D'après une légende japonaise, le simple fait de regarder ces images pourrait entraîner la mort. Ça donne la chair de poule. Mais aussi un être vivant dans le corps d'un petit garçon. Lors d'une bronchoscopie, on ne s'attend pas à voir une telle créature. Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Voici d'abord un miracle au cours d'un terrible accident. Ce sont des images horribles. On voit une voiture écraser un petit garçon et lui rouler sur la tête. La tête et le cou sont écrasés par la voiture. Le petit garçon devrait être mort, mais il se relève. Comment ce garçon peut-il s'en sortir quasiment indemne après être passé sous les roues d'une voiture? Les experts se demandent s'il ne s'agit pas là d'un véritable X-Man. Des mutations génétiques peuvent rendre les os très solides, presque indestructibles ou incassables. Ce garçon est peut-être une espèce de super-héros. Anápolis, dans le centre du Brésil. Célèbre pour sa mythique statue de Sainte Anne, cette ville est théâtre de miracles. Le 21 janvier 2014 au matin, une femme et son petit-fils âgé de 5 ans traversent la rue. Une caméra de vidéosurveillance enregistre ce qui va suivre. Et tout d'un coup, boum. Un véhicule devenu incontrôlable percute une voiture stationnée le long du trottoir. C'est un vrai cauchemar. On a l'impression d'assister à la mort de 2 personnes. Connor McCourt, analyste vidéo de la police scientifique, visionne ces images inquiétantes. Si on avance image par image, on voit l'arrière de la voiture toucher les 2 personnes. C'est terrible. Ils sont traînés en arrière, puis ils glissent sur la voiture. Ils sont emportés sur la droite et ils sont pris sous la roue droite. Ils sont tous les deux dans une situation très délicate. La roue arrière passe sur les jambes de la femme plus âgée et on voit la roue avant se rapprocher du garçon. Sa tête est coincée sous la roue avant et on dirait que celle-ci lui passe dessus. On est tout simplement horrifiés. Pour nous, il n'y a pas de doute, il est mort. Et puis soudain, tandis qu'on avance dans la vidéo, on voit que le petit garçon se relève et se dirige vers sa grand-mère étendue sur le sol. La grand-mère est grièvement blessée. On se dit que le garçon est mort, car on voit son cou tourner sous le poids de la roue. Il a certainement la tête écrasée et la nuque brisée. Mais voilà qu'il se relève comme si de rien n'était. Comment ce garçon peut-il s'en sortir quasiment indemne après être passé sous les roues d'une voiture? L'enfant se redresse et on se demande comment c'est possible. Cette vidéo fait naître une question. Le corps du petit garçon est-il doté d'une constitution unique? Le biologiste Roland Keyes est expert en adaptation évolutive. Aussi incroyable que cela puisse paraître, certaines conditions physiques peuvent donner aux êtres humains d'authentiques super-pouvoirs. Il existe un gène humain, le LRP5, qui régule la masse osseuse. Et grâce à des mutations de ce gène, certaines personnes ont une masse osseuse extrêmement élevée. Ça rend les os très solides, presque indestructibles ou incassables.
C'est sans doute cela qui a permis au garçon de survivre à l'accident. Si ce garçon a des os aussi solides que ceux de Wolverine, d'autres cas existent dans le monde. Roland Case nous apprend qu'en 1994, des médecins ont découvert un homme possédant des os incassables grâce au gène LRP5. Un homme victime d'un terrible accident de voiture a été conduit à l'hôpital. Et les médecins ont été surpris de ne constater aucune fracture chez lui. Les médecins ont fait une découverte étonnante en auscultant ce patient au centre de Yale, spécialisé dans les os. Il avait une masse osseuse équivalente à celle d'un grizzly, c'est-à-dire 8 fois plus élevée que celle d'un homme normal. Après une série d'examens, ils lui ont diagnostiqué une mutation du gène LRP5. Mais Roland Case nous apprend que le gène LRP5 n'est pas le seul à pouvoir muter et à octroyer des sortes de super-pouvoirs. Il a été observé chez un enfant dans le Michigan une mutation génétique qui affecte sa réceptivité à la myostatine, une sorte de protéine. En conséquence, il a développé une hypertrophie musculaire qui lui confère une force surhumaine. Alors qu'il n'est âgé que de 5 mois, Liam Hoekstra surprend sa famille par sa force incroyable. Il est capable de réaliser la croix de fer, une figure extrêmement difficile à réussir en gymnastique. À 3 ans, sa masse musculaire équivaut à 40% et il n'a quasiment pas de graisse. Et au même âge que le petit garçon sur la vidéo, il est déjà assez fort pour soulever des haltères sans même transpirer. Le journaliste Jeff Wise nous rappelle qu'on a déjà tenté de créer des êtres humains supérieurs grâce à une méthode scientifique connue sous le nom d'eugénisme. L'Allemagne nazie avait développé un programme nommé Lebensborn, destiné à créer une race humaine génétiquement supérieure qui aurait fait la gloire du Reich. Jeff Wise mentionne que les nazis ont obligé des femmes jugées parfaites physiquement à porter des enfants pour le programme. Hitler espérait ainsi créer une légion de super soldats aryens qui auraient répandu la terreur nazie sur la planète. Après la guerre, l'eugéniste nazi le plus connu a réussi à s'enfuir. Il s'agit du docteur Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort. À la fin de la guerre, Mengele a pu s'échapper en Amérique du Sud. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles il avait peut-être poursuivi là-bas ses expériences eugénistes pour tenter de donner naissance à la race supérieure nazie. Ce n'est pas le programme eugéniste nazi qui a donné naissance au garçon de la vidéo. Cependant, on est en droit de se demander s'il ne disposerait pas de super-pouvoirs, qu'ils soient naturels ou artificiels. On veut comprendre pourquoi cette collision-là survient. On a la responsabilité pour le coroner d'expliquer les causes. Il n'y a aucune trace de freinage. On est à la recherche de la vérité. Enquête collision, dès le 11 avril 19h30, à Canal D. Les chercheurs ne parviennent pas à expliquer comment un garçon s'est relevé indemne après qu'une voiture lui a roulé sur la tête. Le physicien John DiBartolo a parcouru le dossier médical du petit garçon et il n'a relevé aucune preuve de capacité physique prodigieuse. Selon lui, il ne disposerait pas de super-pouvoirs depuis la naissance. Je ne crois pas que cet enfant ait quoi que ce soit de surhumain. Il est très chanceux, ça c'est sûr, mais tout à fait normal. Le mystère, précisément, c'est ce qui a pu se passer pour sauver la vie de cet enfant. L'ingénieur en génie civil Brian Walshon a l'habitude d'analyser des accidents de voiture. Il remarque qu'au moment fatidique, l'arrière de la voiture bascule pour atterrir sur la route. Au moment précis où la tête de l'enfant va être écrasée par le pneu avant du véhicule, l'arrière de la voiture tombe du trottoir en tournant et en soulevant juste assez le pneu pour qu'il passe au-dessus de sa tête. La survie du petit garçon tient à de nombreuses manœuvres et à un ensemble de conditions. Le véhicule subit une série de secousses et les amortisseurs le font rebondir. On dirait un ballet de secousses chorégraphié. Même si la tête a l'air d'être en dessous de cette roue, le poids du véhicule et surtout de cette roue avant n'est pas porté vers l'arrière, mais au contraire, vers l'avant. On assiste à un spectaculaire rebondissement.
Alors que certains experts pensent que l'enfant doit la vie sauve aux pneus qui se soulèvent, d'autres croient que c'est plutôt l'œuvre de force qui nous dépasse. De temps à autre, les éléments s'alignent de façon magique et certaines personnes semblent protégées par une intervention divine. Mon sentiment en visionnant ces images, c'est que j'ai assisté à un miracle. Tout de suite, en terre des Vikings, une explosion fantasmatique de feu. Ça ressemble à un éclair suspendu dans l'air. Ce feu qui saute et qui danse a l'air démoniaque. Des adeptes de black metal ont-ils réveillé la colère d'un autre monde? Il est impossible de ne pas penser à Thor, le dieu du tonnerre. Nous sommes en Norvège, terre des Vikings. C'est le pays de Thor, le dieu du tonnerre. Au beau milieu de l'hiver et à travers une couche de neige, une caméra a filmé ceci. Ça ne ressemble pas au mouvement de la foudre ou bien du feu. C'est tortueux et ça court tout autour de l'arbre. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ça a l'air d'être surnaturel. Nos chercheurs ont du mal à expliquer cet éclair qui paraît venir d'un autre monde. Ce que l'on voit là est un mystère qui défie les lois de la physique. Est-ce quelque chose de naturel ou bien de surnaturel que l'on observe dans cette forêt et sur ces arbres? Le journaliste scientifique Jeff Wise se demande si la mystérieuse incandescence ne serait pas liée à une sorte de rituel viking. Ça ne consomme rien du tout. Ça produit un effet très surnaturel, très bizarre. Dans les années 90, des satanistes norvégiens amateurs de black metal ont incendié 28 églises chrétiennes. Les plus célèbres de ces satanistes se sont convertis à l'odalisme, une religion païenne inspirée de la mythologie nordique. Cette épée de feu arctique serait-elle la preuve que des membres d'une secte essaient d'ouvrir le Bifrost qui fait office de pont entre le ciel et la terre? En voyant ces images, il est impossible de ne pas penser à Thor, le dieu du tonnerre. Thor, le dieu de la foudre, est l'un des dieux vikings les plus vénérés. Il est aujourd'hui encore adoré par des milliers de personnes dans le monde entier. Voilà pourquoi certains experts se demandent si cette épée de feu ne serait pas un phénomène naturel inconnu, inspiré par la légende originelle viking de Thor et de son marteau qui crée la foudre. Imaginez que vous êtes au milieu d'une jolie forêt et que tout d'un coup, vous apercevez ce feu surgir de nulle part. Vous vous demandez forcément ce qui se passe. Joe Papalardo, journaliste spécialisé dans l'aviation, examine la possibilité que cet éclair soit né de la main de l'homme, car les images ont été filmées à la limite d'un terrain appartenant à l'OTAN. La Norvège est en première ligne des conflits qui surviennent entre la Russie et l'OTAN. Elle protège les abords de l'Atlantique Nord et conserve une position essentielle sur le plan stratégique. Avec la menace russe grandissante, Joe Papalardo se demande si ces images sont révélatrices d'un essai top secret d'un prototype américain d'arme électrolaser qui délivrerait des chocs électriques en utilisant une lumière laser ultraviolette. L'arme envoie un courant électrique vers la cible à travers un canal d'air ionisé conducteur. Et lorsque ce courant est injecté dans le canal de plasma, ça fait naître un faisceau laser qui atteint ensuite la cible. Un choc électrique de ce type peut produire une tension très élevée, de l'ordre de 500 000 milliards de watts à 110 000 km/h, assez puissante pour tuer 3000 personnes. Si les ingénieurs militaires réussissaient à maîtriser la puissance d'un laser, ça constituerait une arme efficace. C'est une force naturelle très puissante. Ce qui m'allume dans ce travail-là, c'est surtout la liberté qu'on a. Quand je travaille, c'est des vacances. C'est pas tout le temps facile, mais ça fait partie de la game. Vie de chantier, nouvelle génération. Dès le 10 avril, 19h30, à Canal D. Sur les terres de Thor, un mystérieux éclair lumineux. Des spécialistes examinent les images. S'agit-il d'un essai d'arme électrolaser, d'un faisceau laser créé par un canal plasma? Le physicien Stephen Showalter doute qu'une telle arme soit dès aujourd'hui prête à être testée.
On en est encore aux prémices de cette technologie. Il reste bien des défis à résoudre sur le plan technique avant qu'elle ne soit utilisée dans le monde réel. L'analyste image Connor McCourt est un ancien membre de la police scientifique de New York. Après avoir amélioré la résolution de la vidéo et l'avoir agrandie, il distingue quelque chose sur la partie supérieure de l'image. Je vois une sorte de ligne sur la vidéo qui indiquerait la présence d'un câble électrique. Il existe des fils électriques partout dans le monde, sans pour autant qu'on assiste à un tel déchaînement vertical d'électricité, comme sur cette vidéo, tout du moins avec une telle intensité. Pourtant, Connor McCourt ne trouve pas d'explication logique à ce qu'il voit. On voit clairement un éclair surgir de ce fil. 2000 volts sont nécessaires à une chaise électrique pour pouvoir tuer un individu. Edison a électrocuté un éléphant en utilisant 6600 volts. Un câble électrique normal transporte la bagatelle de 132 000 volts, soit assez d'énergie pour tuer 66 personnes. En analysant les éléments sur la vidéo, Connor McCourt essaie de déterminer la hauteur atteinte par l'arc électrique. C'est vraiment difficile à estimer, mais si ces arbres font une taille raisonnable, disons 9 ou 10 mètres, cet arc doit mesurer dans les 3 mètres. Un arc électrique dansant est-il réellement capable de bondir d'un câble jusque dans les branches d'un arbre? David Wallace, ingénieur électricien, va tenter de reproduire l'effet dans son laboratoire. Il va faire circuler 137 kV à travers un câble à découvert et essayer de recréer un tel arc. On est prêt? C'est bon, j'adore ça. À 3 mètres du câble, il n'y a pas d'arc électrique. Rapprochez doucement l'arbre. À 2,50 m, puis à 2 mètres du câble, toujours pas d'arc. L'arbre est maintenant beaucoup plus proche du fil électrique que sur la vidéo, mais même à cette tension, ça n'est pas suffisant pour former un arc. Approchez-le. Mais ensuite... Bien, voilà un bel arc. On a obtenu un bel arc électrique de la ligne jusqu'à l'arbre. C'est une belle forme, et c'est ce qu'on s'attendait à voir. Ça me plaît, c'est très beau. On éteint. On repose au sol. Voilà notre expérience. On voit un arc entre 60 et 90 cm de hauteur, mais sur la vidéo à 137 kV, il a l'air beaucoup plus grand que ce qu'on constate en laboratoire. Alors il y a peut-être autre chose qu'on ne voit pas. Comme son nom l'indique, une ligne à haute tension véhicule beaucoup d'énergie. Malgré tout, elle ne peut pas créer un arc de plus de 3 mètres, comme on le voit sur cette vidéo. Alors que les chercheurs ont conclu que ce feu d'artifice a certainement été provoqué par un câble, le mystère reste l'énorme quantité d'énergie libérée ici. C'est vraiment très bizarre ce qui arrive là dans le nord de la Norvège, car c'est normalement couvert de glace et de neige, pas de feu et de flammes qui dansent. Sur les terres de Thor, cette espèce de foudre électrique demeure bien mystérieuse. C'est une image très étrange. On ne voit pas d'explication tangible à ce qui a pu se passer. Tout de suite, des caméras filment ce qui semble être une figure démoniaque à la réputation meurtrière. Elle est translucide. Elle n'a pas l'air d'un fantôme. On dirait qu'elle suit un homme qui monte dans un taxi. On croirait voir des images tirées d'un film d'horreur japonais. On a des frissons en voyant ça. D'après une légende japonaise, le simple fait de regarder ces images pourrait entraîner la mort. Ce taxi est maintenant hanté. Nous sommes à Ishinomaki, au Japon. Une caméra de vidéosurveillance positionnée à une station de taxi filme 20 secondes terrifiantes. On est dans un parking, et les images ont été filmées par une caméra de sécurité. Un homme aile un taxi, on le voit s'arrêter. Jusque-là, tout est normal. Mais ce qui suit sort de l'ordinaire. Une figure spectrale apparaît et présente des similitudes avec un célèbre fantôme japonais.
Cette silhouette fiche la trouille, avec sa longue chevelure désordonnée. On a l'impression que c'est une femme. Elle est un peu courbée et bossue, et on ne voit pas bien ses pieds. Le spectre suit nettement l'homme dans le véhicule. Mais si on revient un peu en arrière, auparavant, on ne voit personne derrière lui. Le passager ne semble pas avoir remarqué la présence de celle qui va partager sa course. L'idée qu'un fantôme soit juste derrière vous sans que vous le sachiez et monte dans la voiture, ça fout les jetons. Il est difficile d'essayer d'expliquer ça. Des chercheurs se demandent si cette apparition ne serait pas une sorte de déformation provoquée par le magnétoscope. Mais la neuroscientifique Jade Lovell doute que cette figure spectrale ait été créée par de simples trucages vidéo. Ce n'est sans doute pas un problème dû à la qualité de la vidéo, car tout le reste a l'air correct sur ces images. C'est une silhouette très claire, c'est pour ça qu'on se demande ce qu'elle fait là. Le journaliste scientifique Jeff Wise a étudié la mythologie japonaise. Il remarque que l'étrange apparition ressemble fortement à des créatures qui hantent les cauchemars japonais. Au Japon, il existe une tradition dans la culture des yurei, qui sont l'équivalent de nos fantômes. Il s'agit de l'esprit d'une personne qui a disparu de son enveloppe charnelle. Ces fantômes ont des problèmes à régler sur Terre. Il y a des émotions non exprimées et des désirs qui subsistent quand quelqu'un meurt prématurément ou de façon violente. On dit des yurei qu'ils reviennent sur Terre pour se venger des vivants. En les faisant mourir de peur et en emportant leur âme dans les royaumes des ténèbres. Alors l'homme sur la vidéo court-il un terrible danger? Elle le suit de très près. On a l'impression qu'il est personnellement hanté. Si cet homme est suivi par un fantôme, on se demande ce qu'il a pu faire par le passé. D'après la légende japonaise, le fait de voir un yurei, même en vidéo, fait courir un danger de mort à cette personne dans les 7 jours qui suivent. Ça correspond aux croyances japonaises relatives à l'au-delà. La puissance des âmes des défunts qui n'arrivent pas à quitter ce monde. Alors, fait-on une terrible erreur en regardant ces images? Il y a deux individus qui pointent vers eux. Couche-toi, c'est un hold-up. Je vois mon coffre-fort qui est tout défoncé. Ils sont partis avec 854 000 $. Ça faisait un peu hollywoodien. Voleur en série, vendredi 20h, à Canal D. Des experts craignent que ces images de vidéosurveillance ne mettent en lumière un fantôme tueur, connu sous le nom de Yurei, montant dans un taxi aux côtés de sa victime qui, elle, ne se doute de rien. Les fantômes occupent une place importante dans la tradition japonaise. Il existe un nombre incalculable d'histoires de fantômes, et de nombreux Japonais y croient encore à l'heure actuelle. Le spectre Yurei a souvent l'apparence d'une femme avec de longs cheveux bruns. Elle erre près de l'endroit où son corps repose et porte des haillons, semblables à des vêtements qui se seraient abîmés dans une tombe. Ces fantômes lévitent généralement, et on ne distingue pas leurs jambes ou leurs pieds. Cette silhouette est intéressante parce que ses longs cheveux emmêlés lui couvrent le visage et on ne voit pas vraiment ses pieds. Elle correspond exactement à la description qui est faite d'un esprit évanescent dans le folklore japonais. Pour Deborah Hyde, l'apparence du fantôme sur les images offre un indice sur sa véritable nature. C'est fascinant de voir à quel point ce fantôme cadre parfaitement avec les codes traditionnels japonais. Si l'on devait inventer une histoire au Japon, on n'aurait pas de fées, pas de djinns ou de démons, mais on aurait justement ce spectre. On est en droit de se demander si cet effet a été délibérément voulu. Les images trafiquées de fantômes et de phénomènes surnaturels sont monnaie courante, et cela remonte aux prémices de la photographie.
Les photos de fantômes sont devenues de plus en plus populaires au XIXe siècle. Fixer des images sur chaque plaque photographique prenait énormément de temps, de sorte qu'on pouvait les exposer 2 fois. La première fois avec un corps solide fait de chair et de sang, et puis une deuxième fois avec un corps pas bien défini, un peu transparent, qui n'était pas vraiment développé, et qui ressemblait un peu à un fantôme. En regardant la vidéo attentivement, Deborah Hyde repère d'autres indices qui laisseraient à penser que les images ont été intentionnellement trafiquées. Tout le monde sait à quoi ressemblent les fantômes japonais grâce au cinéma. Et celui-ci correspond tout à fait au stéréotype. Comme on n'est pas censé devoir distinguer ses pieds, on dirait que quelqu'un les a effacés de manière numérique. C'est amusant de voir qu'elle apparaît derrière ce réverbère. Elle semble littéralement sortie de nulle part. Mais c'est peut-être parce que quelqu'un a utilisé un effet numérique très pratique, une ligne verticale dans l'image pour faire surgir un fantôme. Étant donné l'intérêt existant sur Internet pour l'univers des fantômes au Japon, celui qui fabrique une telle imposture sait qu'il va attirer l'attention. C'est pour ça que beaucoup de monde essaie de créer son propre canular. Les chercheurs ont peut-être des doutes, mais sans davantage de preuves, ils ne peuvent être certains que cette terrifiante passagère du taxi a été créée de toutes pièces. La vidéo du Yurei reste donc pour l'instant teintée de mystère. Si la silhouette derrière l'homme est réelle, il se passe quelque chose de très effrayant. J'aime mieux être ici que dans ce taxi. Tout de suite, des médecins repèrent une créature fascinante dans le corps d'un enfant. Lors d'une bronchoscopie, on ne s'attend pas à voir une telle créature. On a l'impression d'être dans un film d'horreur ou de science-fiction. Berk, c'est dégoûtant. Le corps étranger à l'intérieur du petit garçon est vivant. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est arrivé là? Août 2014. Un hôpital de ville très fréquenté aux États-Unis. Le personnel médical achemine un garçon de 12 ans aux urgences. Il a des difficultés à respirer, mais on ignore encore pourquoi. Les médecins lui font passer une bronchoscopie. Et grâce à la caméra, voici ce qu'il voit. Le patient s'étouffe à cause d'une chose qui se tortille et semble grandir à l'intérieur du lobe gauche d'un de ses poumons. Alors on voit cette chose brune, visqueuse, tachetée. Elle a l'air vivante et elle bouge. Ça n'a aucune raison de se trouver là. Est-ce que ça se trouvait là? Ou bien ça a pénétré dans son corps? Si ce corps étranger ressemble vaguement à la créature que l'on voit dans la saga Alien, alors toutes les personnes présentes à l'hôpital courent un terrible danger. En Inde, un garçon de 12 ans ne peut plus respirer à cause d'une étrange masse remuant dans son poumon. L'ingénieur Raj Prabhu pense tout d'abord à une sorte de tumeur maligne. Quand on voit une telle chose à un endroit où elle ne devrait pas se trouver, on pense tout de suite à une tumeur. Le docteur Prabhu sait qu'il existe une terrible forme de tumeur qui s'apparente à celle que l'on voit sur les images. Il s'agit d'un phénomène très rare qui peut présenter des poils, des dents, des mains, des pieds et même des globes oculaires. En 2007, on en a retiré une du buste d'une femme. La grosseur contenait certains organes internes, au milieu desquels on a retrouvé un œil parfaitement formé. En février 2014, des médecins du Maryland en ont enlevé une autre de la tête enflée d'un jeune garçon. Des dents avaient carrément poussé dessus. Le nom de ces tumeurs vient du grec teratoma, qui signifie monstre. On ignore la dangerosité de ce corps étranger. Si ce garçon était mon patient, je serais très préoccupé. Pourtant, la biologiste écarte l'hypothèse du teratoma élaborée par le docteur Prabhu. À coup sûr, ce n'est pas une tumeur. C'est bel et bien vivant. Et les tumeurs ne bougent pas.
Eric Cordez, biologiste marin, est expert en climats tropicaux. Il craint que la masse inconnue ne soit un parasite qui se nourrisse du corps de l'enfant. Ma première hypothèse aurait été un ver plat, une espèce de ver solitaire, que l'on trouve généralement dans l'appareil digestif intestinal. On peut retrouver des vers solitaires dans tout le corps humain. Rosemary Alvarez a subi une opération à Phoenix, dans l'Arizona, pour qu'on lui retire une tumeur au cerveau. Et c'est à ce moment que les chirurgiens ont découvert que la tumeur était vivante. C'est une sorte de ténia qui s'était frayé un chemin à travers son cerveau, remontant jusqu'au tronc cérébral. En regardant plus attentivement, le docteur Cordez identifie un affreux monstre parasite qui peut infester le poumon, une créature terrifiante connue sous le nom d'ascaride. Les ascarides sont des vers que l'on ingère et qui pondent des œufs dans notre système digestif. Quand ils éclosent, les larves se dirigent vers nos poumons par notre système sanguin. Les ascarides grandissent et mesurent jusqu'à 35 cm. Et quand ils deviennent adultes, il y a 2 scénarios possibles. Soit la victime les crache, soit elle les avale et l'ascaride redescend dans les intestins pour recommencer le même cycle. En tant que biologiste, je dirais que c'est le parasite parfait. Eric Cordez a peur que cette masse remuante qui empêche le garçon de faire circuler l'air dans ses poumons soit une ascaride adulte bien résolue à rester là. Mais la biologiste Kelly Price est sceptique quant au fait que la créature de la vidéo soit un ver. C'était peu probable que ce soit un ver, notamment en raison de sa forme. Car même si les vers remuent, comme ce qu'on a vu sur les images, la créature de la vidéo est bien plus petite. C'est au tour de l'analyste image Connor McCourt de tenter de percer le mystère. Il parcourt la vidéo à la recherche d'indices pour déterminer la nature de ce curieux monstre des poumons. Cette chose bouge. Elle se retourne. J'ai regardé cette séquence vidéo. Je l'ai passée au ralenti et j'ai sélectionné une image précise. Je vois ce qui ressemble à une queue et 2 pigments ou des pois sur la peau. On voit peut-être une sorte de nageoire striée et une espèce de nageoire dorsale sur le dessus. Il y a une explication plausible. C'est un poisson. Une découverte époustouflante. Comment ce poisson s'est-il logé dans les poumons de cet enfant? D'où est-ce qu'il vient? On connaît aussi un poisson parasite terrifiant qui peut s'introduire dans le corps humain par les organes génitaux. C'est le candiru. Le candiru est attiré par l'urée, l'urine, et il cherche à pénétrer par l'appareil urinaire. Berk, c'est dégoûtant. Kelly Price ne croit pas que ce poisson soit un candiru. Il pénètre dans le corps des gens à travers l'urètre et grandit dans la vessie. Mais il est impossible qu'un poisson puisse nager de la vessie jusqu'au poumon. Je crois qu'il est plus probable que le garçon l'ait simplement avalé. Et le poisson s'est égaré en descendant. Les médecins ont finalement extrait le poisson du poumon de l'enfant et il a complètement guéri. On n'a pas réussi à déterminer l'espèce exacte du poisson. Cette chose logée dans les poumons reste donc un mystère. Tout de suite, un bateau de pêche affronte une vague rouge sang. C'est vraiment apocalyptique. On dirait un mur de la mort. Vous êtes en danger. Vous n'avez que très peu de temps pour vous mettre à l'abri. Mais les experts craignent qu'il n'y ait pas d'échappatoire. Ça progresse si rapidement que vous ne pouvez vous réfugier nulle part. J'aurais été terrifiée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Janvier 2013, dans l'océan Indien. Au large de la côte ouest australienne, un bateau de pêche rentre au port quand soudain,
Une immense vague rouge sang déferle et obscurcit l'horizon. L'équipage saisit cette photo et les chercheurs parviennent à juger qu'elle n'a pas été trafiquée. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, nom d'un chien, c'est gigantesque. Ce qu'on voit en premier, c'est cet énorme mur rouge. C'est énorme. Ça fait une centaine de mètres de haut. Que va-t-il advenir quand ça va arriver à la hauteur de ceux qui tiennent l'appareil? Vous parlez d'une situation apocalyptique. On se demande ce que ça peut être. Dès le 10 avril, attendez-vous à une saison intense, intrigante et plus vraie que nature. Canal D, tout découvrir. Les experts sont déconcertés par une photographie prise à bord d'un bateau de pêche montrant un mur d'eau rouge sang qui progresse sur l'océan. La géologue Cyan Proctor définit l'endroit où ça se produit et révèle que le bateau est environ à 40 km au large des côtes. En regardant cette image, on dirait que cette énorme vague se dirige droit sur les personnes qui sont là. Ça me fait immédiatement penser à un tsunami. En 2004, le fameux tsunami du 26 décembre a ravagé le littoral de l'océan Indien. 14 pays ont été touchés et plus de 200 000 personnes ont perdu la vie. S'il s'agit bien d'une vague d'eau de mer géante, le biologiste Roland Case suppose que la couleur provient d'un type d'algue appelée la marée rouge. Au cours de ces épisodes de marée rouge, l'algue teint l'eau de la mer en rouge. Donc s'il y a une énorme vague, elle est forcément de couleur rouge. Mais le géoscientifique Alessandro Grippo écarte la thèse du tsunami. Si un tsunami avait frappé le littoral, il aurait engendré des dégâts catastrophiques. Beaucoup de choses auraient été détruites. Or là, on ne voit rien de ça. Je dirais donc avec certitude que ce n'est pas un tsunami. L'atmosphériste Angela Fritz cherche dans les archives une indication pouvant expliquer cette vague rouge. Elle déniche ces nouvelles images révélatrices, prises cette fois sur Terre, qui orientent nos recherches dans une nouvelle direction. On voit ce qui ressemble à un gigantesque nuage rouge. Si vous avez regardé la série Lost, ça fait penser au monstre de fumée noire, sauf que c'est rouge. C'est ce qui me vient à l'esprit en premier. Ce qui est bizarre avec ce volume d'eau, c'est à quel point c'est compact. On a l'impression d'un mur qui avance. Angela Fritz nous rappelle que le mois de janvier correspond à la saison estivale en Australie. Elle se demande si la fumée de cet incroyable phénomène ne proviendrait pas d'un gigantesque incendie. L'Australie est connue pour ses feux. C'est une région très sèche. Ça pourrait s'apparenter à la fumée d'un incendie. C'est un peu rouge. Tout dépend de ce qui brûle dans cet incendie. Angela Fritz s'aperçoit qu'en janvier 2013, l'Australie a battu des records de chaleur, avec une température moyenne de 40 degrés mesurée dans tout le pays. Les feux de brousse ont ravagé près de 120 000 hectares du pays et ont même été visibles depuis l'espace. Le cliché a été pris en pleine saison des feux de brousse. C'est sûrement le résultat d'un incendie, parce qu'on distingue vraiment de la fumée. Mais le phénomène ayant plutôt été observé du côté du désert de l'Ouest, la neuroscientifique Jade Lovell ne croit pas à l'hypothèse du feu de brousse. Les incendies ont surtout lieu dans la partie est du pays. Ces images ont été saisies près de la côte ouest. C'est une région peu propice aux feux de brousse. Donc il y a certainement une autre explication. Jade Lovell s'est concentrée sur le mouvement tourbillonnant du mur d'eau. Et pour elle, ça s'apparente plus à de la poussière qu'à de la fumée. Ce mur serait à son avis une violente tempête de sable, un haboub potentiellement mortel. Un haboub, c'est quand une grosse tempête donne naissance à un vent très violent. Dans un endroit où il y a de la poussière ou du sable, ça peut engendrer une énorme tempête de sable qui se déplace à une vitesse folle. C'est le fer que l'on trouve dans cette région de l'Australie qui donne cette couleur très rouge au mur.
On voit le vent qui se déchaîne et qui remue cette poussière riche en fer et qui l'envoie dans cet impressionnant mur qui déferle. Un haboub. J'adore dire ce mot, haboub. On est habitué à en voir là où j'habite, à Phoenix, dans l'Arizona. On en voit souvent un ou deux se produire dans le désert, à une période de l'année bien précise. Quand ils affectent des villes comme Phoenix ou Tucson, ils peuvent faire de gros dégâts. Si vous avez déjà été pris dans une tempête de sable, vous savez que ça peut vous tuer. Et cette tempête est si impressionnante que les touristes sur les plages environnantes auraient pu courir un grand danger. Quand vous voyez arriver un haboub, le mieux est de se couvrir. Vous risquez d'être étouffé et enseveli dans le sable. Le danger est considérable. J'espère que les caméramens se sont mis à l'abri.